Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes en forme et que vous vous êtes échauffé, car aujourd'hui nous avons une invitée mystère qui va nous faire bouger. Je reprends. Après le désastre de notre première répétition, nous interdîmes aux chiens l'accès de la salle de bal. Et Jeffrey, Attila et moi décidâmes de mettre un peu de discipline dans tout ça et de nous répartir les tâches. En première partie de soirée, mes deux acolytes feraient travailler musicalement les hommes et Épiphanie et moi nous chargerions des femmes. Puis en seconde partie, nous mélangerions tout ce beau monde pour faire du théâtre. La fois suivante, tout commença donc pour le mieux, tant que chacun était, si je puis dire, dans son camp. En revanche, lorsque les deux sexes se mélangèrent, les ennuis commencèrent. En effet, les sœurs Goulu, qui étaient toutes de vraies jeunes filles et n'avaient guère l'occasion de croiser des garçons, étaient tellement émoustillées par Michel et Guy, les jeunes aviateurs, qu'elles en bafouillaient leurs textes, piquaient des fous rires intempestifs et minaudaient à n'en plus finir. Ces roucoulements de pigeonnes flattaient bien sûr les jeunes Adonis, qui s'en trouvaient eux-mêmes assez déconcentrés et n'alignaient pas trois mots correctement tant ils pensaient apprendre des airs avantageux. Les deux vieilles filles, Sidonie et Clémentine d'Albec, prenaient un air outré et se rapprochaient de l'austère pharmacien qui lui aussi levait les yeux au ciel devant la façon de se tenir décidément inconvenante de la jeune génération. Quant au reste de la troupe, j'imagine que la proximité physique qu'impliquait la taille réduite de l'estrade déclenchait certaines réactions bien particulières. Le boucher et le brigadier jouaient des coudes pour se faire bien voir de l'avenante boulangère, ce qui exaspérait Attila, à qui elle plaisait décidément beaucoup. En conséquence, dès que les malheureux ouvraient la bouche pour chanter, il les arrêtait tout de suite en leur disant qu'ils chantaient faux, ce qui était parfaitement faux. Nicolette, la sœur de Claudine, semblait trouver que sa voix de baryton s'accordait parfaitement à celle de Jeffrey et se collait donc à lui dès qu'elle le pouvait, jusqu'à ce que son élan soit coupé net lorsqu'elle aperçut assise sur une chaise face à l'estrade Marie-Antoinette armée d'un rouleau à pâtisserie dont elle prétendait user sans hésiter si l'une des participantes levait les yeux sur son homme. Catherine, la douce et timide épouse de Rémy le boucher, qui semblait d'habitude éteinte et résignée aux frasques de son mari, commençait à entrer dans la peau du personnage que je m'étais amusée à lui créer. Je lui avais attribué le rôle d'une garce de haut vol, menant les hommes à la baguette pour la venger à la scène du comportement de son époux à la ville. Et en la voyant déambuler sur scène, de manière provocatrice, lançant ses répliques sur un ton cinglant, j'en vins me demander si ma créature n'allait pas dépasser de loin mes espérances, d'autant plus que le brigadier, à qui elle venait de lancer une œillade appuyée, se détourna de la boulangère et la détailla d'un regard très intéressé. Et enfin, pour ajouter encore à l'ambiance déjà électrique, Hippolyte, notre majordome, qui n'avait guère de voix mais était en revanche très mélomane, avait trouvé un intérêt soudain et fulgurant à nos répétitions depuis qu'il avait vu et entendu le jeune instituteur à la voix de ténor envoûtante et à la croupe légèrement ondulante. Et il applaudissait à tout rompre à chaque fois que ce dernier poussait une note ou disait une phrase, même la plus banale, ce qui était extrêmement gênant. Bref, nous étions plutôt mal partis. J'avais le plus grand mal à obtenir de la concentration de la part de cette drôle de troupe. Fort heureusement, le maire du village entra à ce moment précis dans la salle de bal et demanda le silence pour une annonce de la plus haute importance. Il nous dit que le village voisin, avec lequel notre village était en rivalité depuis la nuit des temps, avait entendu parler de notre chorale et avait décidé de monter son propre chœur et d'organiser un concours de spectacles chantants et dansants ouvert à toutes les troupes des environs et qui aurait lieu aussi pour la Saint-Jean. Le maire nous dit qu'il avait appris par ses espions habituels, c'est-à-dire le livreur de lait et le facteur, que le maire du village voisin avait décidé de nous écraser et d'intégrer dans sa troupe des danseurs professionnels, ainsi que des chanteurs du chœur de l'Opéra de Rouen qui n'étaient pas loin. Ah, le traître! Si nous ne voulions pas jouer devant une salle vide en nous produisant le même jour que ce concours, nous n'avions d'autre solution que d'y participer, car tous les spectateurs de la région s'y précipiteraient sûrement. Mais face à leurs recrues professionnelles, nous n'aurions pas la moindre chance, surtout en danse. Tout le monde mit un petit moment à encaisser la nouvelle. Et ce fut Jeffrey qui reprit la parole le premier. Il nous dit que nous avions assez de talent et de potentiel dans notre troupe pour faire un bon spectacle, à condition que tout le monde travaille et se concentre, au lieu de flirter, ajouta-t-il avec son adorable accent. Ma grand-mère lui répondit qu'en théâtre et en chant, nous arriverions sûrement à un bon résultat, mais qu'en danse, nous n'avions pas de chorégraphe ni de maître de ballet. Jeffrey sourit alors de toutes ses dents et nous dit que, si nous étions prêts pour la nouveauté, alors il y avait peut-être une solution. Il nous demanda de patienter quelques jours, puis se tut d'un air mystérieux. Nous reprîmes alors la répétition en travaillant tous d'arrache-pied pendant 4 heures, sans plus aucun chichi, battement de cils ou messe basse désobligeante. Tout le monde était motivé au plus haut point, et l'envie de gagner ce concours avait fédéré les participants. Et à la fin de la soirée, un miracle avait eu lieu.
Nous étions devenus une vraie troupe qui, malgré ses personnalités diverses, ses caractères tranchés et ses petits différends, avait un but commun: réussir un beau spectacle dont nous puissions tous être fiers, et accessoirement humilier le village voisin. Nous nous séparâmes ce soir-là avec un esprit fraternel, attendant tous avec impatience de voir ce que Jeffrey allait nous proposer la semaine suivante, pour que la partie dansée de notre comédie soit à la hauteur du reste. Les jours qui suivèrent, Jeffrey prit des airs de conspirateur. Il passait de longs moments au téléphone, envoyait des télégrammes, complotait avec Marie-Antoinette et consultait les horaires d'autocar. Au bout du 4e jour, n'y tenant plus, je l'attrapais au détour d'un couloir et le suppliais de m'expliquer son plan avant que mes nerfs ne lâchent. Il me dit qu'il avait justement prévu de dévoiler son projet et il me demanda si je pouvais réunir toute la famille au salon. Lorsque nous fûmes tous installés et prêts à boire ses paroles, il commença. Il nous raconta qu'à Harlem, où il était arrivé enfant, il avait une jeune cousine, Hilda, dont les parents, comme les siens, venaient du Missouri. Hilda était extrêmement douée pour la danse et dotée d'un joli minois. Et après avoir fait toutes sortes de petits métiers sans intérêt pour pourvoir aux besoins de la famille, elle avait réussi à entrer dans une troupe de danseurs noirs à Broadway pour vivre enfin de sa passion. Juste avant que Jeffrey ne parte pour la France rejoindre sa Marie-Antoinette, il était allé voir Hilda et sa troupe danser à Broadway. Et s'il avait admiré la grâce de sa jeune cousine, il avait été subjugué par le talent et le charisme d'une nouvelle recrue qui venait d'arriver. Tout le monde l'appelait Jo. Elle avait un sacré tempérament, mais elle était adorable. Et elle s'était liée d'amitié avec Hilda, car elle aussi venait d'une famille pauvre du Missouri. Lorsqu'après le spectacle, Jeffrey était allé boire un verre avec la troupe, Jo leur avait un peu raconté sa vie. Ses parents, qui s'étaient séparés très vite après sa naissance, étaient tous les deux artistes, et elle avait dansé dès son plus jeune âge, gagnant même des concours. À l'âge de 13 ans, on l'avait mariée, ce qui était hélas courant à l'époque, mais ce mariage n'avait duré que quelques mois. Elle ne pensait qu'à danser, chanter, et elle avait cherché par tous les moyens à trouver une troupe de haut niveau pour faire des tournées. Remariée une seconde fois à l'âge de 15 ans, elle végétait dans des troupes de seconde zone, et finalement, l'année suivante, à 16 ans, elle avait décidé de quitter son mari et d'aller tenter sa chance à New York. Et elle y avait rencontré Hilda et leur troupe. Mais depuis que Jeffrey était parti pour la France, il y avait eu du nouveau. En effet, en allant danser dans un club pour rue Pain, comme le disaient les danseurs de la troupe, Jo fut remarqué par la femme d'un attaché d'ambassade qui avait du goût pour la danse et dont le mari voulait monter à Paris ce qu'on appelait une revue nègre, c'est-à-dire une comédie musicale dans laquelle tous les artistes, musiciens ou danseurs étaient noirs. Jo, Hilda et toute la troupe avaient accepté la proposition sur le champ, et leur bateau arrivait en France 2 jours plus tard. Et c'est là que Jeffrey avait manigancé son plan. Il nous dit que ces pauvres danseurs, après la traversée en bateau et le déracinement de leur pays, seraient sûrement contents d'avoir quelques jours de transition au château pour pouvoir répéter au vert avant d'affronter la capitale. De surcroît, ils trouveraient justement en Jeffrey un compatriote qui les mettrait à l'aise et les éclairerait sur certaines drôles de coutumes françaises. Ils s'étaient déjà mis d'accord avec M. Reagan qui organisait leur show et celui-ci était enchanté que les danseurs puissent profiter de telles conditions d'acclimatation avant de rejoindre le théâtre des Champs-Élysées où se dérouleraient les répétitions et le spectacle. Et notre Jeffrey, qui avait de la suite dans les idées, s'était dit qu'en échange de ces quelques jours d'hospitalité, Hilda, Jo et les autres danseurs pourraient nous montrer quelques chorégraphies originales, pas trop difficiles et faisant un effet bœuf pour que notre troupe, à nous, remporte haut la main le concours du spectacle chanté et dansé. Je dois dire que tout ce récit nous laissa un peu sans voix. Puis ma grand-mère prit la parole et je sentis dès ses premiers mots une excitation extrême dans sa voix. Elle nous dit que depuis la mort de son mari, nous n'avions pas reçu d'artiste au château alors qu'il en avait fait une tradition et que cette joyeuse troupe américaine allait apporter une joie de vivre et un sang nouveau artistiquement et que c'était une chance fabuleuse pour nous et notre spectacle. Épiphanie nous communiqua son enthousiasme en un instant et 30 minutes plus tard, branle-bas le combat pour préparer une quinzaine de chambres, faire mettre par Attila une barre dans la salle de bal afin que les danseurs puissent s'échauffer et faire une liste de courses longue comme le bras pour nourrir toutes ces bouches affamées. Igor et Tatiana, qui ne connaissaient pas l'Amérique ni les revues de jazz, trépignaient d'impatience de voir la troupe danser. Jeffrey était très heureux de faire venir au château ce qu'il considérait comme sa grande famille. Sidonie se lamentait en cuisine, de la charge de travail, mais en réalité, elle était ravie de faire découvrir les délices de la cuisine française. Hippolyte eut l'œil éclairé dès qu'il entendit le mot « danseur » et fut de bonne humeur toute la soirée. Flora sautait en l'air car elle sentait bien qu'il y aurait des soirées prolongées au-delà de l'heure du coucher habituelle. Mike Mitchell était ravi de retrouver des New-Yorkais et maman était ravie qu'il soit ravi. Quant à bébé Rock, il nous regardait nous agiter en dodelinant de la tête, comme le font les vieilles personnes qui voient des enfants courir dans tous les sens, l'air de dire « il faut bien que jeunesse se passe ». Et moi, j'avais décidé de prendre tout ce qui m'arrivait dans la vie avec philosophie, en jouissant intensément de chaque bonne seconde et en essayant de m'attarder le moins possible sur les moments difficiles.
C'est donc une maisonnée radieuse qui accueillit la troupe de danseurs 2 jours plus tard. Et lorsqu'une nuée de jolies filles et de jolis garçons s'éparpillaient dans le château et dans le parc en hurlant toutes les 2 secondes Amazing, wonderful, where is the king? Et d'autres exclamations extatiques, nous sûmes que ma grand-mère avait eu raison et que nous n'allions pas nous ennuyer pendant leur séjour. Hilda et son ami Joe descendirent en dernier des autocars et Hilda se précipita dans les bras de Jeffrey. Quant à Joe, lorsqu'elle arriva au bas du perron, nous fûmes tous happés par son aura incroyable. Sa beauté n'était pas à la perfection certaine, mais son corps de liane, son allure de reine et son sourire éblouissant la faisaient scintiller comme un diamant. Elle contempla très longuement la façade du château, puis s'avança vers nous et nous dit, dans un français très hésitant qu'elle a fait peaufiner, « Je rêve d'être célèbre un jour pour avoir un château comme celui. Je suis très heureuse de connaître vous. My name is Joséphine Baker. » Nous ne savions bien sûr pas à ce moment-là le destin exceptionnel qu'aurait cette jeune fille de 19 ans, mais on pressentait qu'elle avait ce je ne sais quoi qu'ont les étoiles. Joséphine et sa troupe restèrent 8 jours au château, et nous eûmes droit en avant-première au spectacle qui allait défrayer la chronique parisienne quelques semaines plus tard, et dans lequel Joséphine dévoilait sa plastique parfaite, quasiment dans le plus simple appareil, hormis une ceinture de bananes, ce qui nous amusait au plus haut point. Et ces adorables danseurs prirent le temps chaque jour de nous montrer les pas de base de ces danses nouvelles et de nous créer 4 chorégraphies que Jeffrey apprit parfaitement avec une facilité déconcertante afin de les enseigner ensuite à notre petite troupe. Ces jours ne furent que rire, musique, danse, échange et amitié. Et lorsque l'autocar qui devait les emmener à Paris franchit les grilles du château, le dernier jour, les larmes ne séchèrent qu'après la promesse faite que nous viendrions tous assister à la première de leur revue. Ce que nous fîmes, en compagnie d'un tout Paris survolté. J'ai eu l'occasion de croiser Joséphine 3 ou 4 fois par la suite, et j'ai toujours admiré la femme qu'elle était devenue. Et lorsqu'elle acheta après la Seconde Guerre mondiale le château des Mille-Landes, qui fut son refuge, je me rappelais la phrase qu'elle avait dite en voyant notre château. Et je fus très heureuse qu'elle ait pu réaliser son rêve. Oui, Archie? Oui, je sais. Vous aimiez beaucoup Joséphine aussi, oui. Et vous aimeriez que je mette une ceinture de banane? D'accord, mais à condition que vous mettiez une feuille de vigne. Oh, ça dégénère un peu. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. J'ai deux amours.